Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter l'actualité nationale et internationale et faire un travail de déconstruction. Alors, depuis quelques semaines, nous avons choisi la formule de traiter globalement un point qui intègre ces différents éléments nationaux, internationaux et des constructions, ce qui nous permet un peu de gagner du temps. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un point qui concerne les violences que nous subissons dans la société. Et ce choix est motivé par le fait que hier, nous avons pu assister à une marche blanche organisée à Fort-de-France par la famille et les amis d'un petit enfant qui a été tué par une balle dans la tête au cours d'une altercation familiale. Et à cette occasion, il y a eu des témoignages, bien entendu, des parents et de personnes soutenant. Nous avons pu dire quelques mots aussi, mais il y a eu également un représentant du syndicat de la police qui est intervenu pour appeler à la répression. Il y a eu des réactions mitigées un peu parmi les participants. C'est ce qui nous a amené à choisir ce thème. Parce qu'effectivement, c'est un problème très prégnant qui perturbe profondément les familles et la société globalement. Alors, rappelons les faits. Une dispute familiale, une dame qui appelle son frère à la rescousse, le frère tire et une balle atterrit tue un petit enfant de 5 ans. 5 ans, je crois. Et donc, évidemment, l'émotion est très forte. Mais c'est la répétition de ces incidents-là, tant au niveau martiniquais qu'au niveau international, d'enfants qui sont victimes de meurtres ou autres, qui nous interpellent. En France, vous avez tous entendu parler de cette fillette qui a été tuée parce qu'un jeune de 19 ans doublait en roulant sous la barrière et la ROT dans un passage clouté. Ça, c'est la violence quotidienne. Mais au-delà de ça, il y a celle qui est martelée quotidiennement dans les médias et qui vient alimenter une atmosphère anxiogène, mais qui traduit le fait que la société est complètement déréglée. Alors, vous entendez un peu partout, en tout cas en Allemagne, même en Chine, dans une école maternelle il y a quelques années, des gens qui viennent et puis qui poignardent tous les passants autour d'eux, tuant certains, blessant gravement d'autres. Et c'est vraiment au niveau international qu'il y a une débauche de violence. On parle de violence meurtrière, couteau et téléphone, mais il y a la violence sociale qui est liée à la domination machiste, à tout. Hier, on entend qu'il y a un procès qui va commencer. 52 hommes sont jugés pour viol. Dans quelles conditions? Le mari d'une dame la droguait et cherchait sur Internet des gens qui étaient d'accord pour venir violer cette dame pendant qu'elle était droguée. C'est ça, c'est de la démence. Si c'était un cas comme ça, par hasard, on aurait pu dire, bon, malade mental, puis règlement, mais c'est quelque chose qui se généralise et dans tous les pays, c'est un dérèglement universel qui frappe la société. Alors, on ne peut pas se contenter de dire ah, c'est triste, etc., que faire, sans chercher à comprendre pourquoi. Alors, les
médias donnent leur explication pour ce qui concerne les assassinats. Il y a une propagande qui prétend tout expliquer, c'est du terrorisme islamique. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer que ce concept-là, c'est un concept fabriqué par les Occidentaux pour empêcher qu'on ne comprenne cette chose-là, parce qu'il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas plus de terrorisme islamiste que bouddhiste, côté Ouija, que chrétien, enfin, quand les phalangistes chrétiens massacraient les Palestiniens, le terrorisme n'est pas lié à la religion. La religion, c'est un prétexte derrière lequel se cachent certains dirigeants terroristes. Mais le fait de tuer, d'agresser des populations massivement n'est pas lié, intrinsèquement lié à la religion. Mais quand on remarque tous les crimes qui sont faits entre bandes rivales de drogués, de gens qui veulent contrôler les trafics de drogue et tout ça, on remarque que ce n'est plus seulement ce qu'ils osent appeler des faits divers, c'est une réalité globale. La violence a toujours existé. Les crimes ont toujours existé. Aussi vieille que la terre. Ah, tiens, dans les récits bibliques, Caïn, Abel, etc., ça a toujours existé. Mais jusqu'à présent, jusqu'aux récentes décennies, c'était des exceptions, des minorités. Quand en Martinique, quelqu'un violait une enfant, c'était vraiment un coup de tonnerre et toute la population se massait parce que c'était incroyable. Hein? Quand des bandits, des criminels tuaient quelqu'un pour voler son argent, c'était unanimement réprouvé, mais c'était quand même des exceptions. Alors, la violence a toujours existé dans la société, mais elle était plus ou moins contrôlée. Elle existait non pas seulement à cause de gens déréglés, de voleurs, de bandits, à cause aussi de l'état des classes dominantes. Quand la royauté décide qu'elle a le droit de vie de mort sur le paysan, quand elle envoie, quand la bourgeoisie envoie ses troupes massacrer des ouvriers qui demandent une augmentation de salaire, quand l'État français et les maîtres, la caste béquée envoient jusqu'en 1974 des forces tirées, des forces de répression à battre des ouvriers qui demandent de salaire décent, cela c'était de la violence, c'était du crime. On ne peut pas s'émouvoir des crimes commis par des débiellés, par des minorités, de voleurs, de brigands, et puis ne pas considérer celles qui massivement et institutionnellement s'abattent sur la société. Je veux dire que tout cela a toujours existé. Mais il y avait quand même deux barrières à cette affaire-là. La barrière étatique, avec ses forces de répression, sa justice, etc., et son hypocrisie, qui faisait que à l'école, dans ces églises, on prônait la paix, on condamnait le crime. Hein? Beaucoup de gens se plaignent que la morale ait disparu des écoles. C'est vrai, quand nous étions enfants, il y avait l'ouvrier doit travailler pour gagner son salaire, il faut respecter ceci, cela. Mais c'était l'idéologie développée pour apaiser les populations par le gouvernement. Pendant qu'il faisait cette morale-là, ça n'empêchait pas de massacrer les ouvriers, de voler l'argent, de ne pas payer, de licencier. Mais il y avait quand même ce cadre institutionnel-là qui tempérait les choses. Mais plus que le cadre institutionnel, ce qui faisait que la masse des gens était quand même relativement protégée, que les délires mentaux étaient minoritaires, c'est que les cultures populaires, la façon de s'organiser des peuples pour résister à la domination et pour assurer sa survie, établissaient des règles qui sont millénaires, qui faisaient qu'il y avait quand même solidarité, partage, cohésion des groupes sociaux. En Martinique, malgré l'esclavage, le colonialisme, les barbaries du colonialisme français,
le peuple martiniquais, et s'appuyait sur la solidarité, le partage, la pacification, la morale vraie, humaine, était assurée par le peuple. Tous les aînés peuvent vous dire, voisine, parti, toute la porte ouverte, j'étais un yeux. Quand un enfant faisait une bêtise, n'importe qui pouvait lui dire, et tu peux le respecter corps. Et puis on allait dire aux parents, tu pourras faire ceci. Et quand les parents apprenaient ça, ou le maître disait, votre enfant a joué en classe, le parent venait dans la classe, alors certains pensaient, à juste raison, que la correction était trop sévère physiquement, etc. Mais il y avait la société et ses règles acceptées, ses coutumes acceptées par le peuple, parce que c'était une garantie de l'humanité et de la pacification, qui faisait donc que, d'un côté, la pression idéologique de la morale institutionnelle, et de l'autre, cet espace-là qui garantissait la solidarité, le partage, le respect mutuel, mais parfait. Vous savez que quand deux grandes personnes avaient un litige, il est interdit aux enfants de ne pas saluer l'adversaire. Mon oncle dit, mon oncle a fait des années, mais bonne chose, mais je suis mal élevé, pas dit, bonjour. L'enfant était puni. Donc il y avait ces deux barrages-là qui faisaient que la violence, les excès restaient malgré tout minoritaires et que la société arrivait à survivre humainement. Les choses ont fondamentalement changé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure qu'on explique les crimes, une partie des crimes par le terrorisme, propagande, pour diaboliser certains, mais surtout l'idéologie bourgeoise s'est imposée tellement massivement et a tellement déstructuré les structures sociales par toutes sortes de moyens. Par exemple, dans les quartiers où les gens étaient plus ou moins de la famille voisine, ça a volé en éclat parce qu'on a construit des lotissements où c'est celui qui a de l'argent qui vient, chacun est dans son coin. Donc, on est arrivé à une situation où les protections, on l'a dit, sont éclatées et l'explication donnée par l'idéologie dominante, l'idéologie capitaliste bourgeoise, ce sont les individus qui sont méchants. Ce sont les individus. Si celui-là fait ça, c'est parce que c'est un scélérat. Il était pour foutre ça la jeunesse, comme a dit quelqu'un dans la manifestation, ou 20 ans. Eh, comment pas n'est encore pour aller battre ça. Donc on a développé l'idée que chaque fois qu'il y a un bandit, un criminel, un petit jeune qui fait un meurtre à motos, etc., c'est sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la société. On n'a pas à savoir pourquoi il fait ça, s'il est conscient. Non, c'est un diable qu'il faut punir. Et c'est quand on punit les individus que la société pourra vivre pacifiquement. C'est évidemment totalement illusoire. Parce que c'est partout, à tous les coins de rue, oui, et de plus en plus, de gens qui sont déséquilibrés, des gens qui normalement ne l'auraient pas fait, qui sont des excès ou commettent des crimes de façon tout à fait irrationnelle. Donc, l'explication qui est donnée fait que les gens continuent à se diviser et que la société n'aura aucune solution, ça ira de mal en. Pourquoi? Parce que, justement, nous n'avons pas les explications scientifiques qui nous permettent de comprendre cette destruction sociale et, bien entendu, de mettre en œuvre des politiques qui absolument pourraient rétablir des relations plus saines et plus humaines. On n'a pas l'explication scientifique. Alors, de quel ordre sont ces explications? Il y a des sciences qui nous permettent d'analyser pourquoi dans tel quartier il y a plus de crimes que d'autres. Pourquoi des gens immigrés sont plus susceptibles
de commettre des actes illégaux que d'autres. Mais il y a la sociologie, c'est une science sociale, c'est pas Tcheboisé Kakachile, c'est pas horoscope, c'est des gens qui étudient, qui ont des principes scientifiques qui leur disent, voilà, les déstructurations économiques, sociales, culturelles qui expliquent le développement de la violence. Donc ça, c'est l'une des sciences que tout le monde devrait étudier. Il y a quelques spécialistes professionnels qui l'étudient, mais c'est une science, si elle était vulgarisée, tout le monde comprendrait la liaison entre le développement des violences, des crimes, et la déstructuration de la société. Mais il y a d'autres sciences, en particulier la psychologie et la psychiatrie, qui étudient le fonctionnement du cerveau humain, de l'être humain, qui disent si telle personne disjoncte, c'est lié à tel traumatisme, c'est lié à telle situation, c'est lié à tel dérèglement de ses hormones. Si on a cette explication-là, si on l'explique à tout le monde, les gens peuvent dire, avoir un regard différent sur celui qui prend un couteau et qui va donner des coups de couteau tout simplement. Il ne va pas s'arrêter au fait que c'est l'islamisme terroriste. Non. Il va comprendre, il va mettre en relation avec d'autres gens pour le même type de crime. Pourquoi? Mais pourquoi c'est des coups de couteau qu'ils donnent? Avec la science, on comprend que le malade mental va se raccrocher à des images qui lui sont données. Quelqu'un qui est écrasé par la société, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'intelligence structurée, il entend à la télé tous les jours que quelqu'un a donné des coups de couteau dans la rue. Qu'est-ce que ça lui donne comme image et comme modus operandi, comme façon d'attaquer la société? Alors, il va se cacher derrière un langage dans la campagne, etc. Mais c'est le dérèglement et l'image qui lui est donnée. Le psychologue étudie ça, explique ça. Le psychiatre va encore plus loin. Il montre que, au-delà du crime ou de l'abomination que fait cette personne-là, il faut voir un dérèglement profond de son esprit et que ça doit être soigné. Ce n'est pas en disant couper la joie, ce n'est pas en disant couper tête lit qu'on règle le problème, puisque la société étant déréglée, le chaos se multiplie. Donc, je reviens sur l'idée qu'il y a des sciences, la psychologie, la psychiatrie, on a dit tout à l'heure, la sociologie, et puis, il y a également l'explication du développement des idéologies quand on étudie l'histoire des sociétés, l'histoire des cultures. On voit quel type de culture conduit au développement de la violence, quel type de culture s'opère la violence. On va comprendre pourquoi, dans ce même pays, je prends le cas de l'Inde, on a des communautés hyper pacifiques qui ne veulent pas tuer un insecte, et puis en même temps, on a des débiédés qui organisent des viols comment dirais-je, un match de jeunes filles et qui tuent l'amoureux pour pouvoir faire ces crimes-là. Parce que celui qui va étudier le développement des sociétés, la culture, des idéologies, est en mesure de s'appuyer sur les différentes sciences qu'on a déjà nommées pour comprendre, traiter et trouver les moyens d'éviter que ces genres de choses ne se reproduisent. Alors, je veux dire ici que quand il y a des crimes, ça c'est l'émotion, c'est inévitable. Quand on a tué votre enfant, vous ne pouvez pas dire ah oui, bon, c'est un bout qui a subi des traumatismes dans sa vie, pauvre bout, etc. L'émotion est normale. La volonté de punir les crimes est justifiée. La volonté de soigner les malades mentaux et d'empêcher que les maladies mentales ne se généralisent, cela, ça vient après l'émotion, tout en étant absolument
absolument nécessaire et indispensable. Donc, il faut absolument que, face à cette débauche de violence, que nous ayons le courage de dire, bon, et dans notre pays, qu'est-ce qui explique ce qui se passe? En Martinique, qu'est-ce qui explique la débauche de violence, la déchirure au sein des familles qui aboutissent à ce genre de drame, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui fait qu'au départ, les voisins s'auto-aidaient, et puis qu'aujourd'hui, vous allez dire à une mère, j'ai vu votre enfant de 14 ans avec 3 vagabonds sur la place, et puis que la mère réponde, alors tu peux des affaires, ça se fait. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que cette personne-là n'aime pas son enfant? Ou bien est-ce qu'on lui a intégré une culture qui l'empêche de raisonner, qui dit, c'est moi, l'individu, ma famille, etc. Alors, je disais tout à l'heure, comme on a, qu'est-ce qui explique qu'on ait cassé ça? Il y a le fait qu'on éduque les gens sur la base de l'individualisme, de la lutte. Je dois écraser les autres pour pouvoir arriver. Je ne peux pas tolérer que celui-là ait sa vie-là et puis que je ne l'ai pas, etc. Mais c'est l'idéologie bourgeoise qui vient à travers la publicité, qui vient à travers les films, les contes, etc. Et on arrive à la question de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement l'école. J'ai expliqué tout à l'heure que l'école a joué un rôle de barrière dans le sens où il y avait la morale, on imposait la discipline, la hiérarchie, même si c'était dans un cadre bourgeois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est enseigné à l'école, chers parents? L'école, aujourd'hui, conçue par les colonialistes, débielle les enfants. Ici, c'est un enseignant qui a fait 38 ans de carrière qui vous parle. On apprend aux enfants à ne pas obéir. On n'apprend pas aux enfants le nécessaire pour qu'ils aient l'esprit critique et une culture généralisée. Les programmes scolaires sont atrophiés. On enlève tout ce qui peut les faire réfléchir. Ça se faisait déjà d'une certaine façon, parce que, par exemple, on n'apprenait pas l'Afrique. Pourquoi on n'apprenait pas l'Afrique? Parce que ça aurait démenti la propagande colonialiste. On ne parlait pas de l'Afrique, sauf pour dire que c'est un continent pauvre, mensongèrement. Mais à l'époque que j'ai commencé à enseigner, il y avait 2 chapitres épais sur les civilisations asiatiques, les Aztèques, Mayas, etc., avec leur génie et tout. Aujourd'hui, c'est 2 pages. Parce qu'il ne faut pas montrer que d'autres que les Occidentaux ont construit le monde. Et puis, on enlève. Je, ancien enseignant, me suis entendu dire, professeur d'histoire-géographie, qu'il ne faut pas faire un résumé au tableau pour que les enfants copient pour retenir la leçon pour la prochaine fois. Il faut que l'enfant construise son résumé avec ce qu'il a compris. C'est du sabotage de la culture. C'est ça l'école d'aujourd'hui. On enlève le contenu. Il n'était pas parfait, mais il y avait des possibilités pour un enseignant qui souhaitait faire ses élèves avancés de surfer et de leur montrer des livres, etc. Quand le vieux raciste qui était principal au collège du Diamant interdisait Joseph Joubert, eh bien, dans tous les autres collèges, on apprenait Joseph Diabla, etc. Il y a une lutte. Mais aujourd'hui, ils sont allés plus loin parce qu'ils ont levé le contenu qui mène à la connaissance à l'esprit. Alors, comme il y a des parents conscients et qui le peuvent financièrement, pas toujours, il y a des gens qui ne peuvent pas financièrement, mais qui font des sacrifices, qui paient des cours, qui achètent des livres. On arrive à avoir des jeunes qui s'accrochent et qui, malgré tout, conquièrent l'intelligence, conquièrent l'instruction et deviennent replacés. Mais pour la masse,
la priorité, c'est de déculturer. Prenez les livres de français dont disposent aujourd'hui les enfants, et puis prenez des livres de français que les générations jusqu'aux années 70 avaient comme base de travail, et vous verrez, vous comprendrez l'argumentation que je développe. Je ne vais pas m'attarder davantage dessus. Il y a ça l'éducation, mais l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. L'éducation, ce sont les moyens médiatiques qui occupent l'esprit des enfants. Donc, plus de 80% du temps, et même quand ils sont à l'école, les 20%, ils prennent leur portable dans la cour de création, etc. Mais l'essentiel de l'éducation est fait par les télés, les jeux vidéo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette année. L'esprit, la réalité de la mort disparaît dans la vie des enfants. Je le répète, des 3 ans, 4 ans des enfants ont des jeux vidéo avec des dessins animés. Là, le thème central, c'est des combats avec des armes puissantes entre leurs mains. Le danger dans la terre, c'est que on tue l'adversaire. On prend sa force, mais l'adversaire renaît toujours et le combat est perpétuel. Ce qui veut dire que l'idée de la mort, les enfants ne l'ont plus. Ils grandissent avec le fait que si ma pitié Bougla, j'ai montré ma force, mais ce n'est pas grave, il n'est pas mort. Dans le subconscient, c'est ce qui se passe. C'est ça l'éducation qui est donnée à nos enfants. Alors quand nous, de l'extérieur, nous jugeons, hein, mais c'est pas chose, un monde pas un chien, il y a des pitié de Bougla. Qu'est-ce qui était dans la tête de cette éducation? Voilà. L'idée de la mort a disparu. Et puis surtout que derrière l'idée de la mort, c'est l'idée que je dois, individu, écraser tout le monde pour pouvoir être. Et je le fais dans mes jeux vidéo, mais dans les feuilletons, avec les bagarres entre familles riches qui essaient de se déposséder de ces puits de pétrole, etc. Dans les jeux vidéo, on a cette affaire-là. Et puis, ce que met au centre de l'information, de les actualités, ce qui est mis en valeur. Alors, c'est ceux qui ont réussi, dans quelles conditions, on ne dit pas, mais on ne parle pas. Et puis ceux qui ont échoué, c'est leur faute. Mais dans ça, ce qu'on montre, c'est les élites. Nous l'avons assez dit, et je viendrai sur ça dans la conclusion. Le monde, ce n'est pas que ça. Nous parlons de ce qui nous effraie, de ce qui détruit le monde, mais c'est une image, c'est une volonté de rendre les gens divisés, violents, de développer une atmosphère anxiogène. Je l'ai déjà dit 10, 20 fois. Tous les soirs, sur toutes les télés, il y a des films. 80% meurtre à Patagonie, meurtre à cet esprit. Et on a des collectivités qui donnent des gens à faire 600 000 € pour faire meurtre aux Antilles. Le scénario, ce n'est pas le plus intelligent. Des gens arrivent, ils voient un cadavre. Ah oui. Et à quelle heure vous pensez qu'il est mort? Oui. Ah, mais j'attends les examens, etc. Bon, voilà, on cherche, et puis on trouve le coupable. Vous pensez que la réalité du monde, c'est 80% de crimes dans tous les recoins de la Terre. C'est une volonté de développer une vision de la société qui arrange le système en place. Ce n'est pas ça. Seulement la réalité de l'univers et en particulier de notre pays. Et puis, il y a un autre élément. On a parlé de meurtre, etc. J'ai parlé de ce bonhomme-là qui droguait sa femme pour que 50 personnes viennent là. Sexe, sexe, sexe. Dévalorisation de la femme. C'est les croupions secoués
C'est les dos où on mime l'acte sexuel. N'allez pas croire que ça signifie que nous soyons opposés à l'amour, aux relations sexuelles, etc. Tant qu'elles sont humaines. Mais là, il y a bestialisation. Et pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on dit science, comprendre pourquoi, etc. Les multinationales qui dominent le monde, qui sont les véritables dirigeants des différents pays en mettant en place des Macron, des Trump, etc. Ces multinationales-là, qui disposent des capitaux, des milliards et des milliards de capitaux, elles sont en liaison avec les industries de l'armement, elles sont en liaison avec les industries du sexe. Qui c'est qui produit les films Bordeaux? Qui c'est qui dirige les entreprises qui fournissent les sextoys, etc. Il y a une interpénétration, une osmose entre multinationales des banques, des armes, de l'industrie du sexe et de la bombe. Reprenez les actualités pour voir le nombre de chefs d'État, le nombre de députés, le nombre de banquiers qui ont été impliqués dans des affaires de trafic de drogue international à haut niveau. Évidemment, nous ne sommes pas des informateurs, ce ne sont pas tous les riches, ce ne sont pas tous les banquiers, ce ne sont pas tous les élus qui sont impliqués dans les matières internationales, vous nous comprenez. Nous parlons du système et de ces interpénétrations. Même s'il y a des gens honnêtes dedans, ça n'empêche pas que c'est la réalité. Et vous avez vu que souvent, quand il y a des gens qui dénoncent, ils sont visés, soit ils sont éliminés. Bref, il y a des gens qui dénoncent. Je veux dire qu'à travers ce que je dis, il ne faut pas que ça passe pour une stigmatisation de tous ceux qui ont de l'argent, des industries, etc. Je parle des multinationales, de ceux qui sont à la tête. Quand on parle de Bouygues, quand on parle de tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? La corruption n'est pas avérée. Donc, je tiens à dire que ceux qui sont à la tête de la société sont ceux qui ont intérêt à développer la destruction de la société. Je donne deux exemples. J'ai déjà cité, mais dans le cadre de cette émission-là, je tiens à les reparler. Deux exemples. Une émission de surprise sur télé que j'ai vue il y a une dizaine d'années. On invite quelqu'un et puis on lui fait une surprise. Alors parfois, c'est quelqu'un qui avait perdu de vue. Et cette émission qui passe, c'était le mercredi après-midi à l'époque. Et on donne d'écoute. Une maman est invitée. Et puis, la surprise, c'est que sa petite fille de 10-12 ans par là arrive habillée en ce qu'ils appellent Lolita. Petite jupe courte, laissant deviner ses atouts, maquillage, etc., etc. Voilà, votre fille. La maman est scandalisée, dénonce la surprise, dénonce le fait que sa fille mineure a été impliquée dans ça sans son autorisation. Tous les gens du plateau lui tombent à bras raccourcis dessus pour dire qu'elle ne respecte pas la liberté de l'enfant. Qu'il faut évoluer avec son temps, qu'il faut laisser la personne choisir, etc. La dame s'est levée en tirant son enfant. Elle est passée pour la rétrograde et aux yeux de tous les enfants qui ont regardé l'émission, on a donné le billet de refus de l'autorité parentale. Deuxième exemple que je veux dire concerne la vente des armes. Je l'ai expliqué
Déjà, est-ce que vous pensez que les usines d'armement, les fabriques d'armement ne sont pas en mesure de pister la moindre arme qui saute pour savoir où elle est, les moyens technologiques? Il est impossible que des millions d'armes, y compris des armes de guerre, atterrissent dans les mains d'un petit garçon de 5 ans, sans qu'il ait possibilité de pister. Nous sommes pistés comme cela pour tout dans la vie. Si, petit artisan, vous avez un objet importé illicitement de Chine, soyez assurés on est capable de vous arrêter. Vous avez bien vu que les lobbies de l'armement interdisent le vote de toute loi qui empêche la circulation et le contrôle des armes. Donc, on a ce deuxième exemple que je veux dire, c'est que l'État, le système détruit la cohésion sociale et de l'autre côté donne les moyens d'empêcher la construction de la cohésion sociale et favoriser le développement de la violence que nous conduisons. Alors, quand on a dit tout cela, hein, quand on a vu comment on bestialise la population, qu'on déstructure les quartiers par la façon d'aménager les routes, la façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas de système public de transport et opérationnel, mais que chacun achète son véhicule, on déstructure. Alors, la sociologie, la psychologie vont vous expliquer, d'une part, que quand les liens sociaux, les infrastructures sociales sont attaqués, les drames mentaux, les dérèglements sont multipliés. La psychologie va vous expliquer que quand un jeune savait qu'il aurait eu un diplôme s'il travaillait et qu'il aurait eu un travail au bout du compte, ben, il se sacrifiait, mais qu'aujourd'hui, quand on sait que plus on travaille, moins on a de chances d'avoir un diplôme, et si on a une chance d'avoir un diplôme, on n'a pas de chance d'avoir un travail, soit on vous envoie, on vous demande de laisser vos parents en Martinique, de vous occuper pour aller à Versailles, comme pour enseigner, il y a une continuité territoriale, et puis il y a des élus qui soutiennent cette affaire-là. C'est un concours national. Quand on fait ça, vous avez vos diplômes, et puis qu'on vient vous dire de travailler en CDD pour le SMIC, alors que vous avez un bac plus 3 dans la poche, et puis que vous voyez que vous ne pouvez pas avoir accès aux biens sans lesquels vous ne pouvez pas être quelqu'un comme tout le monde, ça entraîne un dérèglement mental. Quand je parle de dérèglement mental, je ne parle pas de folie dans les plus cas les plus graves, je parle de vous ne pouvez pas à l'aise. D'où le taux de suicide. En Martinique, quel est le taux de suicide ou de tentative de suicide? Tous les 2 jours, il y en a un. Ce n'est pas de la violence, ça. C'est caché. Mais qui les tue? C'est tout ce que je viens de dire. Alors, violence, suicide, et puis, dérèglement qui fait qu'on va vers l'alcoolisme et la drogue. Et quand on est dans l'alcoolisme et la drogue, l'esprit ne fonctionne pas normalement, c'est irrationnel. Donc, on peut prendre un couteau pour tuer, on peut aller chercher un combat et puis tirer une balle sans regarder s'il y a des enfants là. On n'excuse pas les gens. On explique ce qui conduit à la généralisation des phénomènes et par là même, ce qui pourrait nous permettre de régler le problème. Parce que quand on a vu les potences des conditions, en agissant sur les conditions, on peut les tuer. Ah, mais le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui prétendent agir sur les conditions pour sauver le peuple, sauver la Martinique, défendre le pays, défendre la jeunesse, ils sont aliénés pour la plupart. Ils sont conditionnés par la propagande colonialiste occidentale. Et c'est pour ça qu'on voit des gens
privilégier leur individualisme, agir sur la base de l'élitisme. M'en pas connaître, m'en pas étudier, m'en pas en plat, m'en pas connaître, mais moi, je dis voilà ce qu'il faut faire. Puis je lance mes appels et je dis ceci. Et puis, je me présente aux élections. Je me présente aux élections. Ma fait, c'est de l'élitisme et de l'individualisme bourgeois. Et il n'y a aucune sorte de chance que ce genre d'attitude-là amène à la résolution du problème. Le problème ne peut être résolu que si le peuple le prend en charge. Vous avez des militants indépendantistes, écologistes, souverainistes, tout ce qu'on veut, qui sont prêts à faire des dettes auprès des banques, à aller partout pour avoir de l'argent pour se présenter aux élections. Et puis, tous les jours, campagne, etc., acheter son nom, ils sont incapables de participer à une souscription pour développer une activité économique alternative. Parce que dans leur aliénation, ils pensent que je serai élu. C'est par là, il faut que je sois élu. Sauf que les élections, en 68, on disait élections pièges à con, les élections ne donnent aucun pouvoir à aucun élu en tant qu'élu de combattre le colonialisme et de mener à un développement alternatif. Disons cela, ça signifie une fois de plus que ça ne signifie pas que si on a un programme, un projet de travail avec le peuple, il ne faille pas utiliser la voie des élections. On peut l'utiliser à condition que ce soit un point d'une lutte d'organisation populaire. Ce que je dénonce ici, c'est l'aliénation qui fait que parmi ceux qui veulent remettre le système en cause, il y en a qui sont aliénés et qui ne voient qu'à travers les illusions que développe le système, la possibilité de porter réponse quand je suis élu. C'est évidemment triste parce que ça les amène à avoir des comportements politiciens. Par exemple, couvrir des crapuleries faites par des alliés parce qu'on a besoin d'eux pendant des élections. C'est un exemple me vient. Des gens qui se déchirent parce qu'ils sont opposants électoralistes, mais qui font partie du camp dit indépendantiste, passent moins de temps à combattre le colonialisme qu'à se déchirer. Et si par hasard, il y a des gens qui font un travail conséquent, qui gênent leur stratégie politicienne électoraliste, ben c'est leur ennemi. On oublie ce qu'ils font et on essaie de chercher des excuses à ceux qui mènent des combines politiciennes. J'insiste sur cela pour dire que parmi ceux qui veulent lutter contre le système et donc améliorer la vie de la population, il y a des gens qui nous font encore plus de tort que le colonialisme parce qu'ils empêchent la préparation de la réaction. Alors, de ce point de vue, il faut bien arriver à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose que je veux dire ici. J'ai parlé des médias. J'ai parlé de l'image anxiogène qui est donnée, de la colère, de l'émotion qui est suscitée. Et c'est précisément parce que nous est cachée la réalité que nous vivons et dont nous ne prenons pas conscience. Je le répète ici. Dans le monde et dans notre pays, l'aspect négatif que nous venons de décrire n'est pas le plus essentiel. La prise de conscience des gens, des véritables responsables de la situation des capitalistes, on met Macron, les multinationales, les comportements anti-écologiques, la majorité des gens le savent. La majorité des gens ne croient plus dans les solutions politiciennes proposées par le système à travers les élections. Donc, ils se détachent
de l'idéologie dominante. Ils sont encore prisonniers en matière de consommation, mais ils se détachent de l'idéologie dominante en matière de solution aux problèmes qu'ils vivent et dont ils sont tout à fait conscients. Et non seulement ils se détachent de l'idéologie, mais ils créent. Beaucoup de gens ont dit que 2009 n'avait servi à rien. Si vous imaginez le nombre de gens qui ont commencé à planter, se retourner vers la médecine traditionnelle, échanger, etc., prendre conscience de leur être, de leur importance, mais nous avons fait un mot extraordinaire. Et la majorité des Martiniquais est prête à aller de l'avant, à condition toutefois que le pôle de résistance soit vraiment bien identifié. C'est un pas à franchir. La majorité des gens. Pourquoi croyez-vous que toutes les femmes, en fait, 90% des femmes martiniquaises sont fières aujourd'hui de leurs cheveux naturels? Pourquoi pensez-vous que le drapeau rouge, vert, noir est arrivé à s'implanter définitivement dans la conscience des Martiniquais et au niveau international? Ça fait belle, maman Martinique aux Jeux Olympiques qu'a brandi un drapeau vert, rien de que pourquoi pensez-vous que le créole, que je t'ai dit, ça a empêché au les Français, s'impose à l'église, à la télé, partout, et dans les concours internationaux? Pourquoi ignorer le fait que les Martiniquais aujourd'hui ont imposé son beau vieux nègre là, c'est, il n'y a pas de tolérer quand vous faites ça à deux cas, la bourgeoisie, partout. Au niveau international, ça brille, c'est intégré avec d'autres musiques bretonnes, etc. Ça signifie que la société martiniquaise résiste. Du temps de l'esclavage, notre peuple s'est constitué à créer une langue, a maintenu son humanité, en créant une culture, un mode de vie, en bas de l'esclavage, en bas de la colonisation. Et puis, Jordi a été nous-mêmes, des réseaux sociaux, qui disent connaissance, etc., nous qui disons radio, RFA, qui disent cela, nous ne sommes pas capables de faire que travail là, que le peuple a fait spontanément converger dans une dynamique de libération et d'émancipation. Oui, il est possible, parce qu'il existe toutes ces alternatives. Alors, il ne reste quoi? Il ne reste qu'une décision à prendre individuellement et collectivement pour dire, nous allons régler les problèmes du stade. Nous ne pouvons pas laisser pays nous dégénérer. Nous ne pouvons pas laisser ça fait pour les gens qui ont tué Timoma, 5 ans et puis, etc. Nous prenons la décision là, à deux niveaux, dans la décennie qui vient, notre peuple sera émancipé. Réponse individuelle. D'abord, arrêtez de juger sur la base des conseils ou du conditionnement occidental. Nous tous ces noms, nous tous pour comprendre qui ça a fait des règlements. À commencer par nous-mêmes. Manque dit tuer Bougla qui fait coup de fusil parce que monsieur c'est un désordre. Mais moi là, moi qui dis ça, est-ce que je me contrôle tout? Est-ce que je suis sûr qu'à un moment, je ne suis pas capable de perdre mon contrôle et puis de prendre une paire de ciseaux qui à côté de bois et puis faire un coup? Ça ne dépend pas de ma volonté, de ma gentillesse, de ma méchanceté, ça dépend du dérèglement. Nous sommes tous victimes de l'oppression, du mal-être. Si on a la chance d'avoir un milieu familial, camarade, etc., qui nous régule, tant mieux. Mais si on a tous ces problèmes d'endettement, vagabondage d'un mauvais entrepreneur, etc., on n'arrive pas à se contrôler. Donc, il s'agit personnellement de dire, oh, il faut faire attention. Quel protocole je fais, moi, individuellement, pour chasser la violence que je critique chez les autres? Comment je règle mes contradictions avec mes voisins, avec mes collègues, etc. C'est par là que ça commence. Parce que si je ne fais pas ça, ça veut dire que tu n'es pas encore populaire. Et puis,
effectivement, c'est là que le plus important. Parce qu'il existe, je l'ai dit, des alternatives. Il y a des belles choses qui se font. Il y a des gens qui critiquent les religions colonialistes. C'est vrai que le colonialisme a utilisé les religions pour pervertir nos peuples. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des églises et religions ici en Martinique qui font du travail soutien-scolaire, qui font de la charité, qui aident les gens, qui vont donner à manger à des sans-abri. Alors, c'est nos ennemis. Mais c'est eux qui nous montrent, au lieu de parler, travailler à la cohésion. On peut ne pas être religieux, on peut être mécréant comme moi, dire, bon, c'est bien, c'est très bien, il faut que ça continue. Mais moi, qu'est-ce que je fais en tant que syndicat? Qu'est-ce que je fais en tant que parti politique pour que, effectivement, les réseaux se constituent, les réseaux d'entraide, les réseaux de soutien, les réseaux de parole, etc. Qu'est-ce que je fais pour expliquer les sciences que le monde occidental cache pour que les gens arrivent à se comprendre, à se tolérer, à s'unir? Il faut des réponses collectives. Quand nous avons dit ça, et c'est ça notre conclusion, nous savons très bien que ce n'est pas facile, on ne change pas la construction de sa personnalité qui s'est faite sur des dizaines d'années, on ne change pas des rapports sociaux dans un quartier qui sont la conséquence de tout ce qu'on a dit plutôt, pas un coup de paquet magique, mais il s'agit de prendre une décision. Est-ce que je m'aime peuple? Est-ce que je pas aimé peuple? Est-ce que je porter pas à moi pour résoudre les problèmes peuple? Ou bien est-ce que je les fait moun comprendre ma régler les problèmes, dîner là, nous caïmenter? Non, c'est pas. Il faut qu'on prenne une décision de libérer notre pays et d'avancer ensemble vers une humanité retrouvée et vers un internationalisme prolétarien. Parce que tous les peuples-là, libérés, multinationales et capitalistes, ça va continuer de massacrer. Je vous remercie de votre attention et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Absolument. Alors, le temps d'augmenter ma musique et je vous la balance. Ah ben oui, mais faites la résistance là.